Bienvenue dans la vie. Qui est-il ce bébé? Que fera-t-il de ces quelques 2,5 milliards de secondes qui viennent de lui être offertes? Aura-t-il une belle vie? Que fera-t-il de remarquable? Et vous? Je ne connais pas votre âge, mais il y a fort à parier que vous avez plusieurs centaines de milliers de secondes à votre actif, non? Qu'avez-vous fait de marquant dans votre vie? Oh, ne soyez pas modeste. À notre échelle, nous avons tous quelques faits d'armes à notre palmarès. Des choix de vie particuliers, des actions mémorables, des rencontres originales. Qu'avez-vous fait? Avez-vous réalisé un exploit sportif, un changement de carrière? Êtes-vous parent? Avez-vous aidé quelqu'un? Et moi? Ah oui, pardon, désolé, je me présente. Je m'appelle Grigory Perelman, et moi, j'ai refusé $1 million. J'ai toujours détesté les honneurs. En premier lieu parce que recevoir un honneur, c'est accepter au moins implicitement que le bénéficiaire de cet honneur est l'unique responsable du succès qui est récompensé. Et ce n'est pas ce que je pense. Je crois fermement que tout n'est qu'une question de chaîne de talents différents. Qu'il n'existe pas de héros qui puisse se prévaloir de mériter l'entièreté d'une découverte, d'une invention ou même d'une simple idée. Tout au plus, ma mère mériterait les honneurs. Elle qui était femme, juive dans la Russie du milieu des années 60 et qui refusa la proposition du professeur Garold Nathanson, à savoir une carrière dans les mathématiques, au prétexte qu'elle voulait fonder un foyer et une famille, alors qu'elle avait pourtant dédié une bonne partie de son existence à cette matière, et elle qui revint trouver 12 ans plus tard ce même professeur Nathanson pour lui demander de prendre en charge son fils, moi. C'est ainsi que commença ma carrière dans les mathématiques. Nathanson m'inscrit alors au club de mathématiques des pionniers de Leningrad à l'automne 1976, et mon entraîneur s'appelait Sergueï Roukhchine. J'emploie le mot entraîneur car je sais bien que vous, occidentaux, vous n'êtes pas toujours au fait de nos coutumes de l'époque en termes de club de mathématiques. Mais il faut bien vous figurer que dans ces clubs, nous étions formés à cette matière comme de vrais sportifs sont formés à leur discipline. Il y a là des exercices d'échauffement, de consolidation. Il y a des exercices d'endurance, on travaille à part la méthode, puis la rédaction. On a des bilans d'étapes, des examens de passage, il y a des rabatteurs, des dénicheurs de talents dans tout le pays. Tout cela dans un but simple et assumé, former des compétiteurs de niveau mondial. Et la meilleure façon de le mesurer porte un nom, les Olympiades internationales de mathématiques. Une compétition mondiale destinée aux élèves des lycées et collèges qui se déroule chaque année depuis 1959. Quant à l'analyse du palmarès de Roukhchine dans ces Olympiades, elle ne laisse aucun doute sur le fait que j'étais tombé sur un entraîneur redoutable. Durant les décennies qui suivirent, ces élèves remportèrent 70 médailles dans cette compétition, dont 40 en or. Impressionnant. Et moi, j'ai eu cette chance de connaître cet homme. Il fut pour moi plus qu'un professeur, c'était un mentor, un ami, qui m'accompagna dans mes premiers succès, mais aussi dans mes échecs, comme par exemple mes difficultés d'élocution, qui m'empêchaient de m'exprimer correctement. Les idées fusaient trop rapidement dans ma tête et c'était vraiment difficile pour moi de les mettre dans un ordre adéquat. Voilà un premier exemple qui illustre ce que je disais il y a un instant. Les honneurs sont également dus à cet homme qui m'a entraîné, encouragé et poussé pendant des années pour atteindre le niveau pour entrer dans ce qui sera la deuxième étape de ma formation, l'école 239 de Leningrad. La fameuse école 239, fondée par le grand Kolmogorov. Seulement voilà, même si mon niveau de mathématiques suffisait largement, j'avais de véritables lacunes dans d'autres domaines qui auraient été des freins dans mon épanouissement dans cette école, notamment les langues étrangères. Voilà pourquoi, l'été de mes 14 ans, j'ai pris le train tous les matins à la gare de Kupchino à Pouchkine pour passer mes journées à apprendre l'anglais sous la direction de mon mentor, Roukhchine. Voilà donc comment j'ai rattrapé en un été
le retard de 4 ans d'apprentissage et comment j'ai intégré en septembre suivant la prestigieuse école 239, le plus court chemin vers une carrière de mathématicien. C'est là-bas que j'ai rencontré un autre de mes mentors, Valéry Rizík, mon professeur d'alors, pour qui les mathématiques étaient si importantes qu'il n'hésita pas à renvoyer de son club le futur champion d'échecs Alexander Khalifman, parce qu'il ne se consacrait selon lui pas suffisamment à la seule matière qui compte, les mathématiques. Cette école symbolisait la suite logique des clubs de mathématiques de Rukhin. Considérant qu'il y avait un véritable enjeu politique à fabriquer de brillants mathématiciens, Rizík imprimait sur tous les élèves une discipline et une exigence non négociables. C'est dans cette école que j'ai vraiment pu mettre à profit mon goût pour cette branche des mathématiques un peu spéciale qu'on appelle la topologie. Ah, la topologie. Comment vous expliquer? Je pourrais dire que c'est le domaine des mathématiques qui étudie les propriétés géométriques des objets par déformation continue, ou bien que la topologie désigne les propriétés de continuité des fonctions, de limites de suite, etc. Mais je trouve qu'il est plus simple de se représenter la topologie lorsqu'on comprend que ces résultats pourraient donner des indications sur la forme de l'univers et ses propriétés, par exemple. Déjà à cette époque, j'étais passionné par la notion d'homéomorphisme. Une notion beaucoup plus simple que son nom pourrait le laisser penser d'ailleurs. Prenez par exemple un carré et un cercle. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il est possible de déformer l'un en l'autre. Eh bien, lorsque c'est le cas, on dit que ces objets sont homéomorphes. De la même façon, une tasse et un donut sont homéomorphes. En revanche, une sphère et une bouée ne le sont pas. J'étais loin de le savoir, mais cette notion d'homéomorphisme allait de façon détournée me valoir dans quelques années cette fichue notoriété mondiale dont je me serais bien passé. Mais ne brûlons pas les étapes. Nous sommes maintenant dans l'année de ma terminale et les portes de l'université de Leningrad sont censées m'être grandes ouvertes. Seulement voilà, mon professeur Rizík m'expliqua cette règle injuste à laquelle il avait dû lui-même se plier étant plus jeune. L'université de Leningrad n'autorisait l'admission que de 2 juifs par an seulement, pas un de plus. Pour un surdoué juif des mathématiques de ces années-là, seuls 3 choix étaient alors envisageables. Soit partir étudier dans une autre université que celle de Leningrad, au quota moins restrictif, soit être l'un de ces 2 élus, soit une dernière possibilité que connaissait mon professeur M. Rizík. En effet, une 3e règle stipulait que si un élève intégrait l'équipe nationale qui représenterait l'Union soviétique aux Olympiades internationales de mathématiques, cet élève serait d'office intégré dans l'université. Pesant le pour et le contre, mon professeur en conclut que face aux éventuelles compromissions possibles dans ce genre de situation, j'aurais probablement plus de chance en tentant cette 3e option. Mais pour cela, il fallait passer les différentes étapes pour devenir l'un des 6 adolescents les plus performants du pays et intégrer ainsi l'équipe nationale aux Olympiades. L'entraîneur qui avait en charge la sélection et la préparation des participants à cette compétition s'appelait Alexandre Abramov. Au printemps 1981, il s'est adressé à Rukhin afin qu'il lui conseille quelques poulains, et bien évidemment, mon nom fut cité. J'ai parcouru les différents tests, les épreuves éliminatoires jusqu'en phase finale en 1982. Nous n'étions plus qu'une dizaine et Abramov ne devait retenir que 6 élèves, 4 titulaires et 2 remplaçants. L'ultime étape résidait dans un dernier stage d'hiver, particulièrement difficile, consistant en une succession de petites compétitions qui devaient préparer aux véritables Olympiades. La discipline et la rigueur, comme d'habitude, étaient de mise. Séances de gymnastique éprouvantes, conférences de grands mathématiciens, interventions de différents ministres qui nous expliquaient dans des discours interminables l'honneur de pouvoir défendre les couleurs de l'Union soviétique aux Olympiades. J'ai survolé ce stage et le sport fut la seule matière où je n'obtins pas la note maximale. Non seulement j'étais qualifié pour les Olympiades, mais en plus, beaucoup d'espoir reposait sur moi. Cette année-là, les Olympiades eurent lieu à Budapest, le 9 et 10 juillet. Je n'ai que peu de souvenirs de cette compétition, à part évidemment que j'ai porté haut les couleurs de mon pays, en obtenant la médaille d'or, ainsi que la note maximale de 42 sur 42. Ce jour-là, j'ai eu droit à 2 trophées.
Un premier pour la médaille et un autre pour ma note maximale. À mon retour à Leningrad, je me suis débarrassé de ces 2 trophées. Je n'aime pas les honneurs, je vous l'ai dit. Ma véritable récompense, ce pourquoi j'avais fait tout cela, c'était mon entrée à l'université. Évidemment, mes années d'université se déroulèrent sans le moindre accroc, hormis le fait que je devais faire des allers-retours quotidiens en train épuisants. Mais pas question de quitter ma mère. Elle avait délaissé sa carrière pour mon éducation, assisté aux stages d'hiver de sélection, elle m'avait accompagné aux Olympiades. À l'issue de mon parcours, je pense pouvoir ajouter 2 nouveaux noms à la liste de ces personnes qui ont fait de moi ce que je suis devenu. Alexandre Alexandrov, un professeur qui m'a énormément influencé, et Victor Zalgaler, mon directeur de thèse, qui a dit de moi « Je n'avais vraiment rien à lui apprendre ». Je me suis donc contenté de lui proposer quelques problèmes qui avaient échappé à toute solution. Une fois qu'il avait trouvé la solution, je m'arrangeais pour faire publier ses résultats. Lorsqu'il obtint son doctorat, il avait donc déjà plusieurs publications reconnues. C'est à la suite de cette reconnaissance qu'on me proposa une tournée de conférences aux États-Unis. J'ai alors 26 ans. L'accueil y était parfois mitigé, mon apparence jouant contre moi, car il faut bien l'avouer, j'ai une conception toute personnelle de l'hygiène. Je ne me lave que très peu. Je ne me coupe ni les ongles, ni la barbe, ni les cheveux. Et on m'a pris au mieux pour un excentrique. Et au pire, je ne sais pas d'ailleurs. Et je m'en fichais, car je n'étais pas là pour plaire, mais pour faire des mathématiques. C'est là-bas, à Princeton très exactement, que j'ai rencontré celui que je décris comme l'un de mes seuls amis, Gang Tian, avec qui j'assistais à de nombreuses conférences. Nous parlions uniquement de mathématiques, et je n'en attendais pas plus. Après quelques brillantes publications, notamment sur ce que l'on a coutume d'appeler la conjecture de l'âme, je suis clairement devenu un mathématicien incontournable. À la suite de l'une de mes conférences, on me proposa un poste à l'université de Princeton, mais pour cela, ils exigeaient que je leur fournisse un curriculum vitae. Un vulgaire CV? Ne connaissait-il pas ma valeur pour s'abaisser à me demander un tel document? Je déclinai l'offre en leur répondant que mon seul CV se trouvait dans le contenu de mes conférences et de mes articles. En 1996, la Société européenne des mathématiques tint son 2e congrès à Budapest et il fut décidé qu'on me remette un prix pour mon travail sur les espaces d'Alexandrov. J'ai refusé. Ne me demandez pas pourquoi, je ne l'ai jamais expliqué et je ne m'y abaisserai pas plus ici. Sachez juste que j'ai seulement toujours trouvé étonnant que des gens moins compétents que moi me remettent un prix pour des travaux que je maîtrisais bien mieux qu'eux. Et c'est alors que j'ai compris une chose. Mon apprentissage était terminé. J'avais désormais assisté à tous les cours, à toutes les conférences de tous les experts. Mon processus d'absorption des connaissances parvenait à son terme, et le temps était venu pour moi de mettre tout cela à profit, me mettre en retrait du monde des mathématiques, le temps de m'attaquer au seul problème qui désormais m'intéressait, la conjecture de Poincaré. Il y a peu de chances pour que notre bébé du début soit confronté un jour dans sa vie au problème de la conjecture de Poincaré. C'est un mystère mathématique bien trop complexe et peu de personnes auront affaire à elle durant leur existence. En prenant une personne au hasard dans une assemblée, il y a fort à parier qu'elle ne comprenne pas l'intérêt de se questionner autour du fait que toute variété compacte simplement connexe et sans bord à 3 dimensions est homéomorphe à une 3 sphères. D'ailleurs, lorsqu'il formula cette hypothèse en 1904, Poincaré lui-même ne chercha pas à y répondre en ajoutant à la fin de son article « Mais cette question nous entraînerait trop loin ». Comme il avait raison. Pendant un siècle entier, les plus brillants esprits s'y sont consacrés. Stalling, Smale, Zeeman, Friedman, Thurston, avec chacun une part d'avancée dans les recherches, mais sans preuve de la conjecture. Au point qu'en 2000, quand l'Institut Clay décida d'établir une liste des problèmes à la fois les plus prestigieux et les plus difficiles à résoudre, la conjecture de Poincaré figura dans les 7 problèmes recensés. Problèmes dont la résolution, au passage, était récompensée par le prix faramineux de 1 million de $. Mais ce n'est pas pour ce prix que j'ai décidé de m'attaquer à ce problème.
mais pour deux raisons totalement extérieures à ces basses considérations pécuniaires. D'une part, j'ai toujours été intéressé par la topologie, domaine sur lequel repose la conjecture de Poincaré, mais aussi parce que parmi tous les mathématiciens ayant travaillé sur celle-ci, l'un d'entre eux avait pour moi réalisé une percée dont j'allais faire mon point de départ, un mathématicien états-unien du nom de Richard Hamilton. Je décidai donc de m'attaquer au problème là où il en était resté. Pour moi, Hamilton était parvenu à circonscrire la conjecture en un simple problème digne des Olympiades internationales. Dans une certaine mesure, tout se passait comme si la conjecture était un objet attaché à un poteau par une corde infinie et qu'Hamilton avait trouvé l'emplacement du nœud. Et dénouer un nœud, on peut dire que ça a toujours été dans mes cordes. J'avoue avoir dû beaucoup travailler pour ce problème, plus que pour tous les autres d'ailleurs. Il m'occupa entièrement l'esprit pendant près de 6 ans. 6 longues années pendant lesquelles je restais chez moi, en Union soviétique, aux côtés de ma mère, à travailler seul. C'était mon ultime défi. Et enfin, alors que l'Institut Clay admettait volontiers qu'il était tout à fait possible que cette récompense ne soit pas donnée dans ce siècle, j'apportai ma démonstration en 2003. 3 ans seulement après le lancement du prix du millénaire. C'est là que commence une série d'incompréhensions sur le comportement que j'ai adopté. Pour tout le monde, j'avais réalisé un exploit historique. J'allais entrer dans l'histoire en étant le premier humain à prouver l'un des 7 problèmes du millénaire. Il aurait donc fallu publier de façon officielle, comme le veut la procédure, afin qu'un comité de relecture puisse vérifier mes travaux et valider ma démonstration. Seulement voilà, pour avertir mes collègues, je leur ai envoyé un mail. Un mail groupé qui disait exactement « Chers collègues, je me permets de vous signaler mon nouvel article sur arxiv.org. » Arxiv est un simple blog, hébergé par la bibliothèque de l'université de Cornell. Et pour moi, c'était la solution la plus rapide, la plus efficace pour avertir mes pairs que j'avais prouvé la conjecture. Car voilà, que l'on se comprenne bien, à cet instant de la partie, mon travail est terminé. Le but que je me suis fixé il y a 6 ans est atteint. J'ai achevé le travail d'Hamilton et j'ai apporté la démonstration de la conjecture de Poincaré. Je n'ai ni l'envie ni le besoin de publier. J'ai assez donné. Mon travail est terminé. Seulement voilà, de l'autre côté, le monde académique ne l'entend pas de cette oreille et rabâche à qui veut l'entendre qu'une telle avancée ne saurait se passer d'un parcours de vérification traditionnel. Mais de mon côté, je préférais enfoncer le clou en publiant 2 articles complémentaires, toujours sur le même site. J'ajoute à mes raisons que les revues de publication sont payantes et que d'un point de vue éthique, je ne cautionne pas du tout que la connaissance ne soit pas gratuite. Les vérifications en cours ne semblèrent pas freiner l'hystérie du monde académique, car lors d'une série de conférences au MIT en 2003, je fus véritablement accueilli en héros. Mais passé ce dernier épisode américain, je retournai définitivement vivre à Saint-Pétersbourg avec ma mère, l'impression d'avoir terminé mon œuvre et ne voulant plus rien savoir du monde des mathématiques. Entre-temps, mon ancien ami, Gang Tian, aidé de John Morgan, se sont attaqués à ma démonstration, dans le but, non dissimulé, de publier la preuve officiellement. Il leur a fallu plus d'1 an. 1 an de travaux quotidiens pour comprendre ma preuve. Ils tentèrent de me contacter, en vain. J'avais déjà décidé de couper court avec ce monde. En 2006, ils mirent un point final à leur manuscrit de publication et m'en envoyèrent une copie. Je refusai le courrier. C'est à partir de ce moment qu'on commença à dire que j'avais sombré dans la folie. Mon hygiène déplorable, mon attitude peu civilisée n'était pas comprise par les gens. Et puis après tout, peut-être avait-il raison. Peut-être que j'avais bel et bien sombré dans la folie. D'autres me diagnostiquaient un syndrome d'Asperger du fait de mon comportement typique des troubles autistiques. Toujours est-il qu'en 2005, dans un dernier coup d'éclat, je faisais un scandale auprès de la comptable de l'Institut Steklov, qui m'employait alors, en questionnant les responsables sur une hausse de mon salaire non prévue. C'était
inadmissible pour moi de me dire que j'avais été augmenté sans avoir été ni prévenu ni consulté. Persuadé que je ne méritais pas cet argent, j'ai exigé de rembourser cette différence de salaire. Et 6 mois plus tard, j'ai démissionné avec ces mots. Я ничего не имею против людей, которые тут работают, но друзей у меня нет. И вообще в математике я разочаровался. Хочу попробовать что-нибудь другое. Я ухожу. A Fields Medal is awarded to Grigory Perelman from St. Petersburg. I regret that Dr. Perelman has declined to accept the medal.